Alors, quels sont les risques, les vulnérabilités qui pèsent sur la stabilité financière mondiale? Il dit de manière un peu plus percutante, d'où pourrait venir la prochaine crise financière? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Le FMI, dans son dernier rapport publié il y a quelques jours, nous dit quoi? Je lis, assez rapide, je vous rassure. Les risques pesant sur la stabilité financière mondiale à court terme se sont estompés au moment où nous entrons dans le dernier kilomètre de la désinflation. Mais, des vulnérabilités à moyen terme, sont en train de s'intensifier. Qu'est-ce qu'il faut comprendre entre les lignes? Qu'il n'y a pas de sujet là à court terme et qu'on se pose une mauvaise question? On se pose toujours la question de la prochaine crise financière, même quand ça va bien. C'est peut-être là c'est à ce moment-là qu'il faut se heureusement, oui, parce que c'est à ce moment-là qu'elle est en train de se construire. Moi, j'avais été frappé au forum de Davos au début des années 2000, après l'éclatement de la bulle Internet. Chaque année, il y avait une session, c'est où aura lieu la prochaine crise financière. Et puis il y a eu la crise financière de 2008. Et puis après ça, ils ont supprimé cette session du programme parce qu'ils ne l'avaient pas vu venir. Mais non, c'est tout à fait important de se poser la question, puisque c'est quand les choses ont l'air d'aller bien que se construisent des déséquilibres qui à un moment finissent par exploser. Et quand on a des dettes qui s'accumulent, oui, comme elles se sont accumulées, comme elles se sont jamais accumulées dans l'histoire, on a forcément des fragilités qui risquent à un moment ou à un autre de craquer. Donc c'est tout à fait important de se poser la question, même si on peut espérer que les taux d'intérêt vont baisser, mais ce n'est pas si sûr. Donc voilà. Ouais. Après, la question de la dette, je me rappelle avoir eu cet échange avec Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien patron du FMI. Je lui ai posé la question, il a l'âge qu'il a, il a vu toutes les crises du siècle. Et je lui ai dit quel point commun, quel ferment commun à toutes les grandes crises financières. Il m'a répondu, la dette. Et c'est vrai on n'a jamais eu, vous le disiez, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais autant de dettes publiques, privées, dans le monde. Oui. Tout à fait. Alors quand on la rapporte au PIB, ça a un peu baissé parce qu'on a eu de l'inflation. Quand on la regarde en montant absolu, on est effectivement à des records sans précédent. On dit que ça fragilise évidemment le système financier. Après, les taux d'intérêt sont amenés, en tout cas la BCE l'a clairement laissé entendre sur le mois de juin, à baisser. Donc on se pose la question trop tard vu que les taux d'intérêt vont baisser. Encore une fois, c'est quand les taux d'intérêt baissent que se construisent les déséquilibres suivants. Si vous regardez ce qui s'est passé au début des années 2000, puisque c'est là qu'on a l'enchaînement, je trouve, le plus significatif, on a la bulle Internet qui explose. Les autorités monétaires baissent massivement les taux d'intérêt. Ils disent qu'il faut les baisser parce qu'il y a un risque de déflation. Ben Bernanke, qui deviendra plus tard président de la Réserve fédérale, est à l'époque l'un des 7 gouverneurs de la Réserve fédérale des États-Unis, et il fait un discours très très remarqué fin 2002 en disant faire que ça n'arrive jamais à nouveau, et il parle de la déflation. Donc on s'inquiète de la déflation très fortement, on baisse les taux d'intérêt très fortement, et qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là, avec ces taux d'intérêt très bas, que se construit que se gonfle plutôt la bulle de l'immobilier qui explosera 5 ans plus tard. Donc encore une fois, quand les taux d'intérêt baissent ou sont bas, c'est à ce moment-là que se construisent les déséquilibres. Ce n'est pas à ce moment-là que ça risque d'exploser. Sans doute pas, mais c'est à ce moment-là que se construisent les déséquilibres qui peuvent poser problème plus tard. Pas toujours, mais souvent. On a eu des alertes, jusqu'à présent, des secousses. On a eu la plateforme crypto FTX, on a eu UBS, on a eu les banques régionales américaines. Ça a été bien géré? Oui, ça a été bien géré, ça a été des alertes tout à fait sérieuses. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le FMI, il s'inquiète des vulnérabilités. Il dit, l'attention est focalisée sur les NBFI. Vous savez ce que c'est, les NBFI? Je vais faire semblant de ne pas savoir. Voilà. Donc, c'est les Non-Bank Financial Institutions, c'est les institutions financières non bancaires. Donc, c'est tout ce qui fait du crédit, de la banque sans être une banque. Donc, il y a les fonds de pension, il y a évidemment les hedge funds, et il y a tout le financement structuré, il y a aussi des acteurs dont on sait qu'ils ont une importance, mais qu'on ne mesure pas assez souvent, c'est tous les plateformes qui assurent un risque de contrepartie. Et donc, le FMI nous dit, le risque, il est là. Le FMI l'a dit. Dans les non-banques. Les assureurs, vous disiez les fonds de pension, les assureurs, les asset managers. Donc ces non-banques, elles ont pris beaucoup d'importance ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'après la crise financière de 2008, les régulateurs ont mis des règles très sévères sur les banques, des coussins de sécurité supplémentaires. Si vous êtes une très grande banque, en plus vous êtes systémique, et donc il faut respecter des coussins, formé des coussins de sécurité encore plus gros. Il faut faire
des stress tests, il faut prévoir un plan de découpage au cas où ça ne va pas. Et donc, qu'ont fait les gens qui voulaient emprunter? Ils sont allés chercher de l'argent ailleurs, à des endroits où les banques ne pouvaient plus les banques ne pouvant plus leur prêter de l'argent parce qu'elles, pouvant moins facilement leur prêter de l'argent parce qu'elles avaient des normes plus sévères à respecter, ces gens-là sont allés chercher de l'argent ailleurs en étant prêts à payer un peu plus cher. Et donc ça a intéressé les assureurs, ça a intéressé les fonds de pension, ça a intéressé toute une série d'institutions financières qui sont moins bien surveillées dans leurs activités de financement que les banques. Mais ces acteurs non bancaires font attention quand ils prêtent pas n'importe comment non plus. Oui, bien sûr, mais ils ne sont pas régulés. Mais ils sont moins régulés, ils sont moins surveillés, les comptes sont plus opaques, on connaît beaucoup moins les interactions. Et donc ça fait longtemps que le FMI alerte sur les acteurs non bancaires. Voilà, le Fonds de stabilité financière avait... c'est le Conseil de stabilité financière, l'organisme qui regroupe des banques centrales, des ministres des Finances, etc., qui a été forgé, en 2009 au lendemain de la grande crise. Il y a 2 ans, a dit attention, ces NBFI, ces institutions non bancaires, elles détiennent maintenant 50% des actifs mondiaux, à l'échelle planétaire. 10 ans plus tôt, c'était que 40%. Donc, ces institutions prennent une place croissante dans le financement. Elles sont systémiques, il y a un danger ou pas alors? Et elles sont moins vérifiées. Alors, ce qu'a dit le FMI l'an dernier, c'est attention, c'est presque aussi systémique que les banques. Et dans leur rapport qui est paru la semaine dernière, ils sont revenus à la charge en disant attention, dans le crédit privé, on parle du private equity, mais il y a aussi le private credit, c'est-à-dire le crédit qui échappe aux 2 grands canaux traditionnels du crédit qui sont le crédit bancaire et effectivement les marchés obligataires. Et donc, le FMI dit attention, là, il y a des vrais risques. Il y a un risque à la fois parce qu'il y a beaucoup d'endettement, on se prête de l'argent les uns aux autres, on est très dépendants donc les uns des autres, et il y a des problèmes de liquidité. Et ça, c'est le ferment traditionnel de n'importe quelle grande crise financière. Donc, le FMI dit il faut faire attention à ces endroits-là. Le FMI n'est pas le seul. La Banque des règlements internationaux s'en inquiète. Banque centrale des banques centrales. Voilà, on la présente comme la banque centrale des banques centrales. Les banquiers centraux s'y retrouvent chaque mois, autour du 10 du mois, à Bâle, en Suisse. Et donc, à Bâle. Et donc, les ratios de sécurité, de prudence. On parle de Bâle 2, Bâle 3, et donc c'est parce que ça a été négocié là. Donc c'est un endroit où on surveille de très très près le système financier. Et il y a des économistes de cette institution qui ont publié un papier récemment, un papier académique, mais où ils montrent que, attention, il y a effectivement des vrais risques de ce côté-là dans ces non-banques. Donc il faudrait les réguler. Il faut regarder davantage ce qui s'y passe. Et évidemment, il y a des plaidoyers pour la régulation. Ce serait le rôle de qui d'ailleurs, plus forte. De réguler ces acteurs non bancaires. C'est les autorités de tutelle des marchés financiers dans les différents pays. Voilà. Est-ce qu'il y a une porosité entre les acteurs bancaires et les acteurs non bancaires? Toute la question, c'est savoir, est-ce que c'est les non-banques qui posent le plus problème ou les banques? Alors, les banques, on se dit, on a bien régulé ça il y a 15 ans, on a resserré les vis de partout, donc ça ne peut pas casser de ce côté-là, donc ça va casser ailleurs. C'est le raisonnement, en fait, implicite que mène le FMI et la Banque des règlements internationaux. Mais si vous regardez bien, vous avez cité tout à l'heure 2 institutions qui ont eu des gros problèmes, les problèmes les plus spectaculaires l'an dernier. C'est des banques tout à fait traditionnelles. La Silicon Valley Bank, c'est pas parce qu'elle a été installée dans la Silicon Valley que c'était une banque très différente des autres, non. Elle a assuré d'abord du capital risque et puis ensuite elle a géré les placements de ses clients et elle les a mal gérés et c'est là-dessus qu'elle s'est effondrée. Et Crédit Suisse, c'est une banque qui est extrêmement régulée. Et donc c'est pas parce que les banques sont très surveillées et parce qu'elles le sont davantage qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans qu'il y a moins de risques de ce côté-là. Et tout le débat, c'est de savoir est-ce que le risque il est aux franges du système. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur les cryptos, par exemple. Alors, les cryptos, ça a cassé, mais ça n'a pas eu d'effet systémique. SVB ou le Crédit Suisse, ça a beaucoup inquiété parce que ça aurait pu avoir un effet systémique. C'était la même chose il y a 15 ans. Il y a 15 ans, avant plus de 15 ans, c'était avant la grande crise financière de 2008, on s'inquiétait beaucoup des hedge funds. Et d'ailleurs, quand la crise a lieu, Nicolas Sarkozy, qui est président de la République en France, qui a compris beaucoup de choses sur la crise, mais il n'a pas tout compris. À un moment, il dit oui, c'est les hedge funds qui sont en cause. Non,
dans la crise financière de 2008, ce n'était pas les hedge funds qui étaient en cause, c'était des banques très classiques, des banques d'investissement, mais très classiques, très suivies par le régulateur, qui se sont effondrées. Donc, à la question d'où pourrait venir la prochaine crise financière, moi, je pense qu'il faut surveiller, évidemment, un système qui est opaque, mais il faut continuer de surveiller avec beaucoup d'attention les banques. Et je rappelle qu'en ce moment, il y a un débat qui a lieu à l'Assemblée nationale. Pour alléger les règles. Pour alléger, devinez quoi, les règles sur le crédit immobilier. Oui, mais c'est utile, pardon, ça permettra à beaucoup de Français de pouvoir s'endetter pour acheter leur Évidemment, maison. mais s'il y a un problème, qui c'est qui va payer la note? C'est le contribuable. Ouais. Et ça, on le sait bien, quand il y a un gros problème dans une banque, même avec toutes les précautions qui existent, celui qui finit in fine par payer la note, c'est le contribuable. Oui. Est-ce que c'est normal? La réponse, c'est non. Ça devrait être les financiers qui payent la facture, ils ne la payent pas. Et donc, il est tout à fait légitime de s'inquiéter et de continuer de s'inquiéter de ce que font les banques. Je rappelle que la Silicon Valley Bank, 5 ans avant de s'effondrer, elle avait obtenu, après un lobbying acharné à Washington, un allègement de la réglementation sur la production de crédit immobilier. Non, pas de crédit immobilier, mais ces comptes ont été moins surveillés à partir de 2018. Et on a bien vu qu'en 2023, il aurait peut-être fallu surveiller un peu mieux cette banque. Donc quand les banques demandent un allègement de la réglementation pour pouvoir prêter davantage, parce que ça va être plus efficace, moi je dis pourquoi pas, mais attention à bien vérifier que ça ne va pas poser un risque systémique qui sera à ce moment-là payé par d'autres acteurs que ceux de la finance. Voilà qui est très clair, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.